Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouveau live Twitch de la Garde de Nuit, l'association francophone des fans du Trône de Fer et de George R. R. Martin. Ce soir, puisqu'il faut bien passer le temps pendant qu'on attend Winds of Winter, on va papoter lecture et on va discuter d'un livre qu'on a lu en commun qui s'appelle Millepertuis de Julia Thévenot. Je suis Nymphadora et je suis accompagnée de Shredi. Salut. Et de Willa. Bonsoir. Et donc, voilà, et bien, bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir à Namande sur le chat. Au taquet. Au taquet, Allez, au taquet. Hein. Franchement, pourtant on est à l'heure. Du coup, avant de papoter de Millepertuis, on va peut-être vous parler des prochains live Twitch des manuscrits de MS Raymond que l'on fait. La semaine prochaine, notamment, Willa, qu'est-ce qu'on lit? Alors, j'espère que je vais bien le prononcer. On lit Clytemnestre de Costanza. C'est une autrice italienne, si je dis pas de bêtises. Tac, tac, tac. Et du coup, on va être sur la mythologie d'un point de vue d'un personnage féminin, ce qui a le vent en poupe en ce moment. Et donc, ce sera le 13 juin. C'est ça, donc jeudi prochain. Costanza Casati, donc. Clytemnestre. Donc, si vous aimez la mythologie, plutôt que de regarder la deuxième partie de la saison 3 de Bridgerton, écoutez le live Twitch. C'est tellement mieux que Bridgerton. Oui. Non, c'est pas vrai. Il n'y a rien qui est mieux que Bridgerton. Je sais pas. Ou les deux. Le 13, la deuxième partie? Oui, il me semble que c'est ça. Ah, tu connais bien la date. Hein. Oui. J'ai pas grand chose à faire en ce moment. Oh là là. Bon, mais si vous ne regardez pas, Bridgerton, vous pouvez donc nous retrouver jeudi prochain en live Twitch ou en replay le lendemain si vous avez bingé tout Bridgerton, que vous avez des cernes jusqu'au milieu des joues et que vous voulez vous prendre un petit thé tranquillou. Et donc le 20 juin, on est encore en live Twitch parce que ce mois-ci, on parle de 3 livres et non pas de 2 comme d'habitude. Alors je redis, qu'est-ce qu'on lit le 20 juin? On lit le premier tome de Scholomance, qui s'appelle Éducation meurtrière de Naomi Novik, qui est un roman de Dark Academy. Ouais. Oui. Bon, moi, j'avoue que je l'ai lu, mais j'aurais du mal à le résumer. Mais une école de magie dans laquelle on peut mourir. Et voilà. Et on suit une héroïne assez... Une anti-héroïne un petit peu. Ouais. Et on la suit dans sa scolarité, dans cette école pas tout à fait normale. Ouais, c'est ça. Pour le coup, et ce sera le 20, je sais pas si on l'a dit, le 20 juin. Le 20 juin, ouais. Avec John, Namande et Yoda. Et la semaine prochaine, Clytemnestre, c'est Willa, moi et John. Gros programme de lecture. Il faut bien s'occuper, hein. On se prépare avant la vague. C'est ça, on se prépare avant la vague House of the Dragon, sachant que on a aussi un live Twitch House of the Dragon entre-temps, puisqu'on se retrouve aussi samedi soir, donc le 8. On retrouve Babar Chao avec un invité d'exception, puisqu'on reçoit Florian Besson, qui est historien et qui a notamment coécrit le Moyen-Âge de Game of Thrones. Et donc, ils vont nous parler de leurs attentes pour la saison 2 de House of the Dragon. Et on se retrouvera ensuite tous les mardis à 20h. Pour une avalanche de Twitch. Tous les mardis à 20h, on débriefe l'épisode de la semaine. Et ça va être trop cool. Donc voilà, si vous n'êtes pas encore abonné à notre chaîne Twitch, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous, likez, partagez et commentez les replays sur YouTube, tout ça. Voilà, on sera content. Mais on va retourner à nos lectures. Et du coup, qu'est-ce qu'on a lu ce mois-ci? Est-ce qu'on a des lectures à recommander? Oui, là. Oui. Ah, bah non. Alors, je redis.
Non. Pardon. Eh bah oui, là, alors vas-y. Les dames d'abord. Alors, moi, si vous avez le cœur bien accroché ce mois-ci, j'ai lu un petit livre tout à fait sordide qui s'appelle Cathy. Alors, il est très très beau parce que c'est les éditions Monsieur Toussaint Louverture. Et c'est de Michael McDowell. Pour ceux qui ont lu Blackwater, c'est le même auteur en fait. Et donc Cathy, de quoi ça parle? On suit, on peut dire, le destin de deux jeunes femmes qui vont s'entrecroiser. Ça se passe dans l'Amérique post-guerre de sécession. Et donc on va suivre Philo, qui est une jeune femme pauvre et qui vit avec sa mère, et qui va un jour recevoir une lettre de son grand-père. Alors ce n'est pas du spoil, c'est le tout début, ils ont même communiqué là-dessus. Chrody et moi, on avait reçu les petits goodies. Et elle reçoit une lettre de son grand-père qui est très affaibli, qui est handicapé, et qui avait coupé les ponts avec la mère de Philo, parce que celle-ci ne s'était pas mariée selon ses vœux, et qui lui dit je vous écris par le biais de mon notaire, je me retrouve prisonnier dans ma propre maison, de gens qui s'appellent, alors je crois que c'est les Slape. Ouais, les Slape. Parce qu'en fait, son fils s'était marié avec une femme donc de cette famille et est décédé dans des conditions troubles. Et du coup, cette femme a ensuite fait venir son amant / mari et la fille de ce dernier qui s'appelle Cathy, dont le roman porte le nom. Et donc en fait, le vieil homme appelle sa fille à l'aide. Elle va donc devoir se confronter à cette famille. Alors je ne veux pas trop en dire. Sachez seulement que c'est plein de personnages plus que louches, tordus, et que c'est particulièrement sordide. Dans le terme enchaînement d'événements malheureux, ça m'a un peu fait penser aux désastreuses aventures des orphelins Baudelaire, pour ceux qui les avaient lus. Mais en plus noir, plus trash, et avec de vrais criminels. Voilà. Oh, sympa. Donc, bon, le comte voilà. Olaf était un vrai criminel aussi. Hein. Ouais. Oui. Il n'était pas gentil. Mais, il en a tué des. C'est vrai que... Il y a un truc qui a tué du monde. Mais je pense, alors, c'est un peu comme ça, du coup, mais en plus trash. Donc il faut quand même être ouvert à la surenchère avant de lire le livre. Voilà. Et c'est d'un cynisme terrible. Même moi, avec mon petit cœur noir, je trouve ça quand même très cynique et très sordide. Mais apparemment, c'est un peu la marque de fabrique de Michael McDowell. Alors, parce que moi, j'ai pas lu Blackwater, mais déjà dans les Aiguilles d'Or, où on suivait une famille de criminels, qui n'était pas forcément la pire des deux familles qu'on suivait d'ailleurs, c'était assez cynique et un petit peu trash par moment. Donc, ouais, c'était plus sombre que Blackwater. Ouais. Même Blackwater, par moment, ça reste assez cynique et pas. C'est pas totalement tout rose, quoi. Non, du tout. Là, je pense qu'il atteint l'apogée. Alors, en plus, il a une petite note à la fin où il dit qu'il s'est follement amusé à écrire cette horreur. Donc, si vous cherchez une petite lecture d'été rafraîchissante, un charmant psychopathe. voilà, ce n'est pas ce livre, mais ça vaut le détour quand même. Par contre, on peut pas le lâcher. Effectivement, on se dit ah mon Dieu, c'est affreux, mais en même temps, on a envie de savoir ce qui se passe ensuite. Donc voilà, ça se lit très bien. Alors ça a l'air trop cool. Ouais, j'ai hâte de lire. Il m'attend là sur ma pile. Moi, j'attends qu'il l'ait à la médiathèque pour pouvoir l'emprunter. Vu le succès de Blackwater, j'imagine qu'il va pas tarder. Ils vont pas tarder. Bon, alors du coup, bah oui. Et alors du coup, toi, Chrody, qu'est-ce que tu nous recommandes? Un livre charmant aussi et plein de positivité et de belles valeurs qui s'appelle Vigilance de Robert Jackson Bennett, qui est un livre de l'édition de la collection Une heure lumière de la maison d'édition Le Bélial, qui sont c'est une collection qui regroupe des novellas. Je crois que c'est des anciens textes qui sont ressortis dans cette collection-là, mais c'est pas des nouveaux écrits. Là, c'est une dystopie qui se passe donc dans le futur. Et bon, c'est une novella, ça fait 100 pages, je vais peut-être pas spoiler le concept, mais disons que ça nous parle d'un jeu télévisé qui met en scène de l'ultra-violence, on va dire. Et donc, ça parle de jeux télévisés, d'ultra-violence, du port d'armes, des réseaux sociaux, de la manipulation des foules, ce genre de choses. C'est assez sombre. Ça m'a rappelé des livres de Stephen King. Il en avait fait au moins 2 sur un peu des jeux télé. Enfin, il y avait Marche ou crève, qui était une espèce de course
où en fait celui qui gagne c'est le dernier qui est en vie. Et Running Man, où là c'était vraiment un jeu où il y a quelqu'un qui s'inscrit, qui devient une cible, et tout le monde doit le tuer, et s'il survit, il gagne un prix. Donc ça m'a rappelé un peu ça, et c'était super chouette. C'est court, enfin c'est une novella, donc c'est parfois un peu frustrant, mais là je trouve qu'il a le temps de développer son concept et il se passe pas mal de choses. Donc bref, ça se lit très rapidement, et c'était vraiment sympa. Je trouve que c'est vraiment une super collection, Une heure lumière, avec des trucs très très différents. Donc il y en a pour tous les goûts. Mais ça m'a bien plu. Ouais, c'est vrai. Alors celui-là, je l'ai pas lu. Mais... Bennett, celui qui a fait il a fait les maîtres enlumineurs. Ouais. Oui. Ouais. Les maîtres enlumineurs, pourquoi les maîtres? Il faudra que je le lise. Il est vraiment cool, hein, les maîtres enlumineurs. Et donc voilà. Bon bah cool. Et toi, Nympha, qu'est-ce que tu nous recommandes alors? Eh bien, moi, je vous recommande un livre aussi. Pas compter sur nous, quoi. Alors moi, je vais vous recommander un bouquin de SF qui s'appelle Confluence, qui a été écrit par Sylvie Poulain et qui est paru chez Brajlon. Et c'est globalement ça a tous les codes du space opéra, sauf que ça se passe dans les abysses. En fait, on va suivre donc on est dans un futur plus ou moins proche où la Terre est très largement submergée. Et donc, du coup, il y a plusieurs pôles qui se disputent la suprématie de la Terre, notamment des pseudo-Amériques versus une pseudo-Europe. Du coup, pour ça, ils se battent par sous-marins interposés. Et il se trouve que on découvre une espèce de colonie mystérieuse tout au fond des abysses. Ça va devenir un peu le sujet d'un contentieux entre les différentes puissances du monde. Et on va suivre l'équipage d'un petit sous-marin qui est indépendant au milieu de tout ça. Et donc en fait on a vraiment tous les codes du space opéra, sauf que ça se passe sous la mer, et c'est hyper cool. En plus c'est écrit par une autrice française, donc de la SF francophone par une femme, c'est quand même déjà assez rare pour être souligné, surtout quand c'est du space opéra, même si c'est pas totalement du space opéra parce qu'on est sous la mer. Et non mais vraiment c'est vraiment cool, quoi. Tu retrouves tous les codes. C'est hyper doudou du coup, parce que t'as des personnages qui s'entendent bien dans un sous-marin, t'as ce petit côté un peu familial, c'est hyper agréable à suivre. Les personnages sont sympas. Au début, j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans, parce qu'en fait, on rentre vraiment directement dans l'action. Et du coup, faut s'accrocher quand on n'est pas supra fan de combat. Mais je sais pas, au bout des 50 premières pages, ça devient vraiment, vraiment super cool, et on se met à avoir vraiment plus un focus sur les personnages, et ça c'est vraiment très 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 bien. Il est long? Et c'est une petite pavasse quand même, il fait bien 600 pages, donc ouais, il pèse son poids dans le sac à main. Et c'est en 2 tomes, donc c'est une duologie, et la deuxième, j'ai pas encore lu le deuxième tome, mais il est déjà sorti. Donc il n'y a pas à l'attendre. Ça, c'est toujours une bonne chose. Bon, Georges. On pense à toi. On lui dit à chaque fois qu'il nous regarde dans les MMA. Bon, mais en attendant, du coup, ce mois-ci, on va papoter de Millepertuis de Julia Thévenot. Alors. Également un tome 1. Ouais, également un tome 1, et pour le coup, la suite n'est pas encore parue, mais elle paraîtra probablement bientôt. Oui. Et normalement, ça doit être une duologie, si je ne m'abuse. Oui, c'est ça. Que j'ai compris aussi, ouais. Et on remercie les éditions Gallimard Jeunesse qui nous ont fait parvenir un livre en service presse. Donc merci à eux pour la lecture.
Merci. Alors, Willa, tu nous racontes un peu de quoi ça parle Millepertuis. Alors, de quoi ça parle Millepertuis? C'est une histoire de sorcière. De sorcière et d'adolescence et de quête de soi, j'ai envie de dire. C'est très, très dense, très touffu comme roman. Je pense que vous serez d'accord avec ça. Et donc, on va suivre une petite sorcière en particulier, de ses 5 ans à ses 15 ans à peu près, dans ce premier tome, qui s'appelle Horty, et qui fait partie de toute une famille de sorcières. Sa mère est une sorcière très puissante, et sa grande sœur Épine et sa petite sœur Ronce sont également des sorcières. Et elles font partie d'une communauté, donc uniquement de femmes, que des sorcières. Et le système de magie dans le roman, c'est une magie très organique, très viscérale, qui c'est peu de le dire, qui est très centrée sur la connaissance de son corps, sur la maîtrise de son corps, et notamment sur un organe qui se trouve sous le nombril des sorcières, et qui a plusieurs noms, dont le Nord. Et alors je sais pas dans quelle mesure c'est du spoil, il faut que je regarde le résumé derrière la quatrième de couverture. Ouais, non, je vais pas trop en dire. Mais en fait, Horty revient sur cette partie de sa vie où elle a fait des choix qui lui ont causé pas mal de problèmes. Parce qu'évidemment, dans la communauté des sorcières, il y a aussi des règles à ne pas enfreindre et des choses auxquelles il faut faire particulièrement attention. Voilà. Et c'est plein de codes. Voilà. Donc c'est aussi la quête de soi, c'est le rapport au corps, c'est l'adolescence, le rapport aux autres. Et voilà, c'est limite difficilement descriptible si on veut pas en dire trop. Mais voilà. C'est une histoire de sorcière avec plein de petites choses exquises et dégoûtantes dedans. Et une belle écriture. Moi, je trouvais l'écriture assez poétique et voilà ce que je peux dire. N'hésitez pas à compléter si vous avez l'impression qu'il manque des choses, mais Pour un résumé, je pense que c'est pas mal. Ouais. Je pense que tu as été assez complète. Le premier tome d'un diptyque inventif, chaleureux et trash, c'est tout à fait ça. Ouais. C'est parfait comme description. Alors du coup, quel est ton petit smiley? Alors moi j'ai hésité, mais je pense que je vais... Alors c'est pas tout à fait un coup de cœur, mais vu la qualité du roman, non pas que j'ai la prétention de faire des évaluations, c'est pas ça, on est surtout nos ressentis de lecture, je dirais petit cœur quand même. Et toi, Shredi? Moi j'ai mis un petit sourire parce que je l'ai pas ressenti comme un coup de cœur, mais j'aurais globalement que des qualités à dire. Et toi, Nympha? Ah oui. Eh bien, moi je suis comme Willa avec le petit cœur. Et moi je crois que c'est même vraiment un coup de cœur. Vraiment, j'ai particulièrement adoré ce roman. Il y a aussi plein de références à des œuvres que j'adore. Typiquement, il y a du Harry Potter. Aujourd'hui, on peut plus parler de sorcières sans parler d'Harry Potter. Et là, je trouve que c'est fait de manière absolument adorable et vraiment jouissive. La référence est directe et vraiment, elle est géniale. C'est très très drôle. Franchement, c'est génial. J'adore. Et après, il y a aussi des références peut-être un peu plus cachées, mais genre à la Croisée des Mondes aussi, qui est un des livres que j'adore pour les boussoles et pour les sorcières blanches et plein de choses comme ça. Et ça m'a, et moi c'est vraiment un livre aussi que j'adore particulièrement. Donc et je sais pas, il y a une petite vibe un peu Magic Charlie en plus dark, un peu plus trash aussi et un peu plus gore, mais gore dans un bon sens que j'ai aussi beaucoup aimé. Enfin, il y a vraiment voilà, ça se rapproche de plein d'œuvres que j'ai adorées, tout en ayant une inventivité folle et en s'en distinguant et vraiment en étant super bien écrit. C'est hyper singulier, ouais, et c'est superbement écrit. Je trouve qu'en 2 mots, elle arrive à convoquer des images qui parlent hyper bien et en même temps, elle arrive à rajouter pour les adultes un sens et qui est hyper profond en fait. Il y a une fausse naïveté dans le texte qui est impressionnante et en fait je sais pas, en une phrase
tu creuses et t'es touché au cœur sur des choses, je sais pas, des choses des thématiques beaucoup plus fortes autour de la diversité, de l'acceptation de soi, juste de l'enfance qui s'en va, et vraiment, j'ai trouvé que c'était extrêmement bien écrit. Et en plus, C'est riche à tous les niveaux. c'est hyper riche, ouais. Et il y a vraiment les meilleures insultes du monde en plus. Quand les sœurs s'insultent, mais c'est magique. Oui. Elles sont très drôles, les trois sœurs. Elles sont rigolotes. Ouais. Elles m'ont un peu fait penser aux sœurs Carmine aussi, en moins gothique. Oui. C'est le côté trash, ça. Ouais. Ouais, ça m'a un peu fait penser à du Neil Gaiman. Alors moi, j'en ai pas lu beaucoup de Neil Gaiman, mais j'avais lu L'Océan au bout du chemin. Où c'est un petit garçon qui se rappelle son enfance et ses voisines sont des sorcières. Et dans ce côté magie des tissus, magie assez organique, comme ça m'y a fait penser. Et le côté barré aussi par moment, mais barré dans le côté transformation du corps et ce côté rapport au vivant un peu excentrique quoi par moment. Ouais, avec mais le peu de références que j'ai, mais oui, mais c'est vrai que c'est ça, c'est un peu ça a ce côté très très excentrique et aussi ultra féministe en même temps, mais c'est palpable, c'est vraiment plein d'images et c'est ultra féministe, mais sans être gros sabot non plus. Non, c'est chiant. Et vraiment, ça pose des questions aussi, quoi. Enfin, tu vois, genre jusqu'où on va dans certaines choses. Enfin, voilà, c'est aussi plein d'ouverture d'esprit. Enfin, c'est plein de messages positifs. Ouais. Et avec des personnages féminins, beaucoup de personnages féminins assez différents justement qui présentent différentes formes. Donc non, effectivement, c'est très très intéressant. Alors du coup, si vous deviez donner un point fort et un point fort du livre, du coup, je redis, ton point fort. Je dirais l'originalité des aventures que vit Horty. Et au début, ça surprend un peu parce qu'il y a plein d'anecdotes. On se demande un peu quel est le fil. Et puis au fur et à mesure, ça se développe et on commence à comprendre un peu. Et puis en fait, on se laisse embarquer. Et c'est pas grave si elle nous raconte ses souvenirs, quoi. Et donc, ouais, je dirais l'originalité du récit, des personnages, de la magie, de tout, l'original, à l'image de la couverture. La couverture rend bien l'esprit du roman, du coup. Hein, oui, je trouve que ça illustre bien ce qui va nous être présenté. Donc, faut peut-être pas trop réfléchir et se lancer, quoi, se laisser porter. D'accord. Et j'en profite pour remercier Irisia66 qui s'est abonnée à la chaîne. Merci Irisia. Avec Prime. Avec Prime. N'hésitez pas à vous abonner. Servez-vous de l'argent que vous donnez à Jeff Bezos pour donner de l'argent à la garde de nuit. Ça nous fait très plaisir. Alors, du coup, pour toi, Willa, quel serait le point fort du roman ? Moi, j'aurais eu tendance à dire comme je redis, parce que la singularité et l'inventivité, c'est quand même assez dingue. Il y a une imagination débridée, je pense que ça a dû mûrir pendant un moment quand même. Mais après, pour pas dire la même chose que je redis, l'écriture, quoi. Je trouve que c'est quand même hyper bien écrit. C'est poétique, il y a une puissance d'évocation, parce que comme je disais, c'est un roman qui est très organique et en fait, elle arrive à rendre le niveau, à matérialiser le sensoriel par l'écriture. Et ça, c'est pas forcément évident, tout ce côté d'évocation des sens. Donc, et puis même c'est poétique, comme tu disais, en peu de mots, avec des formules bien pensées, elle arrive à évoquer beaucoup de choses. Non, c'était... Effectivement, l'inventivité, c'est ce qui me serait venu en premier, mais il y a aussi une vraie qualité d'écriture. Du coup, vous avez tout dit. Et toi, Nympha ? Du coup, j'aurais dit pareil. J'aurais dit l'inventivité et la plume. Mais du coup, je vais dire les personnages qui sont aussi super forts parce qu'ils sont quand même aussi très bien pensés. Ils sont tous différents et ils ont énormément de couches. Ils sont vraiment loin d'être unidimensionnels. Ils ont leurs failles et ils sont
parfois pas sympathiques du tout, mais on les aime quand même en fait, et on veut quand même qu'ils réussissent, même quand on voudrait pas tant que ça qu'ils réussissent, et qu'on n'est peut-être pas sûr qu'on veuille qu'ils réussissent. Et en fait, ils se trompent, et on comprend pourquoi ils se trompent, et je trouve que c'est vraiment très 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 chouette. Ils sont très humains en fait. C'est ça, ils sont hyper humains. Très, très crédibles. Et notamment, en fait, ces personnages d'enfants qui se trompent parce qu'on leur a pas dit les choses. C'est quand même une énorme thématique qui est juste que les adultes, il y a un moment, il faut pas tout cacher aux enfants, quoi. Bah ouais. Ouais. Les tabous et le problème de communication, en fait, et incompréhension mutuelle. Tu peux pas tout deviner. Oui, c'est ça. En fait, c'est un peu du principe, c'est évident, ouais. Il y a plein de trucs, ok, elle a merdé, mais franchement, c'était pas de sa faute. Hein. Bah carrément, ouais. Il y a un moment. C'est une enfant. C'est une toute petite fille. Ce qu'elle vit n'est pas du tout normal. Moi, par contre, c'est juste ça. Sur les enfants, j'ai trouvé par moments qu'ils étaient. Bon, après, tu me diras, c'est des enfants magiques, c'est peut-être pour ça, mais souvent, quand ils ont genre 5 ou 6 ans, la façon de parler ou certaines attitudes me paraissaient un peu au-dessus des capacités réelles d'un enfant de cet âge. Mais bon, ça, c'est peut-être moi, et puis après, c'est nécessaire aussi à l'intrigue, mais. Ouais, alors que moi, je ne fréquentant pas trop d'enfants de 5 ans, je n'ai pas forcément eu. C'est dur de juger. Voilà. Mais d'ailleurs, c'est aussi une question que je me pose, parce que ça reste un roman jeunesse. Moi, en tant qu'adulte, vraiment, ça m'a parlé à plein de niveaux, mais je sais pas, du coup, quelle réception ça pose. Ouais, parce qu'il y a des scènes aussi un peu. Bon, il y a une scène avec des entrailles. Je me demande un peu comment elle pourrait être reçue chez des plus jeunes. Ouais, moi, je me suis posé la question du public aussi, mais fin collège, lycée, quoi, de toute façon. Oui, je pense qu'effectivement, c'est pas début collège, c'est pas possible. Enfin, il y a des scènes quand même assez difficiles. Oui. Puis même l'écriture, je suis pas sûre que ce soit toujours. Oui, l'écriture n'est pas simple. N'est pas simple. Enfin, c'est pas du roman jeunesse. Après, si les élèves de 6e sont du niveau des enfants dans le roman, du coup, ça passe. Mais à qu'il arrive des choses, certaines choses d'ailleurs très très jeunes, il m'a semblé. Mais non, mais je serais curieuse justement d'avoir un retour de lecteurs faisant partie du public cible. Tu connais tu parlais de tous les niveaux de compréhension qu'il y a dans le roman et la façon dont ça peut nous parler à nous en tant qu'adultes. Du coup, je serais curieuse d'avoir des retours d'ados. Coucou le chat. Coucou le chat. C'est mon chat de sorcière, c'est mon familier. Ah, il s'appelait Jérôme avant. J'avais demandé si c'était Duncan au citron, mais. Bah, c'est ça. Il était embêtant, et puis voilà. Et voilà, il m'embêtait, et voilà. Et maintenant, c'est un chat. Il arrive quand même à taper avec ses petites pattes dans le Discord lecture. Vous n'avez jamais vu le chat et Duncan au citron ensemble pendant un chat. C'est vrai. Et ce qu'on disait, oui, sur la réception, c'était un peu ce qu'on disait aussi avec les sœurs Carmine. Et c'est sûr qu'il y a un peu des parallèles. Mais celui-ci est peut-être parfois plus frontal que les sœurs Carmine, qui jouaient plus sur l'humour et des petits sous-entendus. Là, ça y va un peu plus, franchement. Là, c'est du vrai trash, quoi. Que les sœurs Carmine, il y a ce côté halloweenesque qui fait que c'est grisaille, c'est ailleurs. Là, c'est censé... ça reste de la fantaisie, mais c'est censé se passer chez nous. Enfin, dans le monde... voilà. Côtoie les humains, les communs, les humains normaux. Donc ça rend peut-être les choses aussi plus... Puis c'est plus cru, de toute façon, c'est beaucoup plus cru que les sœurs Carmine. C'est très cru, oui. Mais c'est cru, mais en même temps, t'as des personnages qui sont très naïfs et qui ont... une candeur, ouais. Voilà, c'est très candide et au final, justement, tout ce qu'on voit, nous, comme des tabous du corps qu'on trouve trash, ça te montre aussi que, ma foi, en vrai, c'est bon. On parle de fluide corporel, on parle d'entrailles, on parle de sexualité, mais enfin... J'ai trouvé ça hyper sain et j'ai trouvé ça cool justement que ça soit évoqué de cette façon dans un roman ciblé jeunesse. Bah oui, parce que c'est des messages... Enfin, toute cette question de l'apprentissage, enfin d'apprendre à connaître son corps,
jusqu'à bon là, ça prend la métaphore ou l'expression jusqu'au bout, quoi, parce que littéralement elle va fouiller dans ses entrailles, mais ouais, il y a plein de messages qui sont des vrais messages, je pense, à transmettre. Donc ça rend le truc, effectivement, c'est parfois un peu cru et un peu gore, mais c'est jamais fait pour être choquant ou pour que ce soit vraiment c'est pas de la provoque, quoi. C'est ça. Non. Et ça dessert, je pense, un vrai propos, donc c'est carrément acceptable et recommandable. Oui, tout à fait. Mais oui, certaines scènes, je me suis dit, ah oui, quand même, elle y va, elle n'a pas peur. Ce qui est bien aussi, elle assume et elle y va. Quoi. Ouais. Je pense que c'est pour ça que ça passe en fait aussi. C'est parce que c'est assumé, c'est bien fait, donc. Oui, puis il y a quand même toujours un petit côté poétique derrière. Enfin, c'est pas juste trash. C'est vraiment. Oui, il y a une symbolique, il y a. C'est ça, il y a une vraie symbolique, il y a une vraie métaphore, il y a des images qui te parlent, mais qui sont aussi parfois très 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 jolies, quoi. Ouais. Et parfois beaucoup moins jolies et quand même vraiment très drôles. Parce qu'il y a quand même vraiment un petit côté jouissif à certaines expressions et tout. Ça s'amuse bien. Ah ouais, on s'amuse énormément. Surtout avec Ronce. Oh, mais Ronce, elle est géniale, quoi. J'adore, ouais. Vraiment trop rigolote. Mais elle aussi, ça m'a fait penser aux orphelins Baudelaire avec Pruny. Ah oui, qui bouffe aussi tout. adoré manger et mordre des choses. Bon, elle aussi, elle a une alimentation parfois un petit peu bizarre. D'ailleurs, il y a une petite note de fin après les remerciements pour dire que dans la vraie vie, il faut pas manger des tablettes de la vaisselle. Oui. Au cas où on l'aurait pas compris, effectivement, le desktop, c'est pas bon pour l'estomac. C'est ça. Le décapfour, pareil. C'est ça, tu veux une petite tartine de décapfour. Ça, c'est tellement bien fait aussi que t'as limite l'impression de sentir le goût de la tablette du lave-vaisselle dans la bouche en lisant, quoi. Je sais pas si ça vous l'a fait, mais... Non. J'étais là. Non. Alors ça m'a plus fait sur le lait au papier. Ah, ça, mais c'est génial. C'est génial. C'est une trop bonne idée aussi. Hein. C'est vraiment. C'est des trucs géniaux. Non, mais il y a plein de trouvailles vraiment qui sont super malignes. Les prénoms sont très cool aussi. Le nom de la mère que j'ai toujours pas réussi à retenir. Omphale. Est-ce que c'est une plante d'ailleurs? Voyons. Je sais pas. Effectivement. Mais c'est vrai que non, elles sont. Alors, est-ce que vous avez un personnage préféré? Ben moi, je pense que ce serait peut-être Ronce. Ah non, Tante Vive. J'aime bien Tante Vive, moi. Ah ouais, elle est trop bien, Tante Vive. J'aime beaucoup Tante Vive. Ah, elle est chouette. Omphale, c'est un personnage mythologique, en fait. Peut-être un personnage de géant, j'imagine. Tenter de... C'est la reine de Lydie. Il ne dit pas rien sur sa taille. Bon. Mais bon, en tout cas, elle a l'air classe. Ouais, c'était pas une nom de plante. On se demandait parce que comme elle a eu 3 filles, c'est Épine, Ortie, Rance. Ça, c'était chouette aussi. Ouais. Ortie, Hortense. Ortie, Hortense. Aubépine, Épine. Avec les vraies identités. Mais Rance, on ne sait pas. Rose, comme elle n'est pas allée... Rose, peut-être. Comme elle n'est pas allée à l'école très longtemps, Rance. Elle n'a pas trop besoin d'une identité. Oui, pardon, du coup, sur les personnages préférés, moi, ce serait Tante Vive. Et toi, Shrody? Moi, ce serait peut-être Vanvan. Ah, Vendry. Parce que j'avoue, quand il débarque dans le récit, ça m'a beaucoup plu. Mais moi, son personnage m'a beaucoup fait rire. Enfin, il est aussi très chou. Il faut attendre un petit peu pour qu'il arrive, mais je l'ai beaucoup aimé. On en reparlera quand on parlera spoiler, mais effectivement, son arrivée, elle est trop cool, quoi. Mais moi, je le trouve... en fait, j'ai beaucoup aimé Vendry aussi, mais parce que je trouve qu'il est extrêmement bien écrit, parce qu'il est à la fois adorable, mais
en vrai, tu sens qu'il peut aussi très vite devenir un vrai méchant, une vraie teigne, et du coup, il est hyper ambigu. Et de temps en temps, tu dis, peut-être qu'en fait, il faudrait pas trop que je l'aime bien. Peut-être il va faire des trucs pas top finalement, je sais pas. Et je trouve que c'est super intelligent parce que vraiment, la ligne, c'est hyper fin pour tenir. C'est vrai. Il est tout en équilibre, mais il est pas fait pour être aimable. C'est ça qui est chouette aussi. Quand tu lis sa présentation, tu te dis, c'est pas forcément le gamin. Le gamin sympathique. Mais il y a tout un. Non, mais en parlant de personnages complexes, lui pour le coup, il a effectivement plein de couches. Et toi, Nympha? Eh ben, écoutez, moi je pense que c'est Horty. Hein. On va faire simple et efficace, mais je trouve que c'est quand même vraiment un super personnage principal. Ouais, elle est vraiment réussie. Hein. Et souvent, je suis pas très très fanat des personnages principaux. En général, je suis toujours plus fan des personnages secondaires, surtout en jeunesse. Je trouve qu'en jeunesse, l'héroïne, elle a toujours un petit côté un peu plat pour que la lectrice puisse projeter beaucoup de choses sur elle. Du coup, t'as toujours un peu un personnage, un peu pas forcément complètement plat, mais qui est lisse quand même. Et là, non, vraiment, elle est maligne, c'est vraiment un personnage qui est bourré de complexité et qui est vraiment génial, quoi. Elle est adorable, elle est trop chou et t'as envie de lui faire des câlins tout le temps, non, pas totalement tout le temps quand même. Mais t'as quand même envie de te dire, mais les adultes autour d'elle, il faudrait qu'ils s'occupent d'elle un peu quand même. C'est pas parce que c'est des sorcières que... Hein, pauvre petite. Ouais. Elle est très incarnée. En fait, tous les personnages le sont, mais c'est vrai que pour un personnage principal, c'est chouette aussi de pas avoir cette platitude qu'on retrouve effectivement souvent, je pense, dans un souci d'identification. Et elle est attachante, en fait, c'est facile d'aimer Horty. C'est chouette quand c'est facile d'aimer le personnage principal. C'est ça, mais t'as pas non plus l'impression qu'on te force à l'aimer parce qu'elle est pleine de qualité, tu vois. Non. Ouais. Elle est, non, elle est très humaine, quoi. Elle est hyper humaine, ouais. C'est ça. Elle a ses failles, elle fait des erreurs. Elle s'enfonce dans ses erreurs. Puis elle est faillible. Elle est faillible, mais sans tomber dans le cliché. Encore une fois, je me sous-estime, je n'ai pas confiance en moi. Enfin, on tombe pas dans cet écueil-là du personnage féminin. C'est vrai. Personnage principal féminin. Il n'y a pas de faux semblant, quoi, pour te dire, ben non, en fait. Oui, et puis vice versa, c'est pas non plus la gamine badass qui. Elle a aussi plein de failles et il y a des moments où elle a des moments de doute. Elle est vraiment hyper équilibrée. Oui. C'est rafraîchissant. Est-ce qu'on parlerait pas un peu spoiler maintenant? Je pense. Mais je pense qu'en attendant... tout le monde allait le lire. Tout le monde est parti le lire, du coup. C'est ça. Et si vous n'êtes pas encore parti, allez-y, hein, parce que vraiment, il vaut le coup. Ah ben voilà, Maman dit des bisous et merci de nous avoir donné envie. Et Marjo aussi a dit qu'elle rajoutait à sa wish. Franchement, je pense que ça vous plaira, les filles. Tant mieux si on a réussi à donner envie. Mais je crois qu'il était dans pas mal de sélections d'ailleurs, de prix. Eh bien, il a gagné le prix Imaginal notamment. Il a gagné le prix Imaginal Jeunesse. C'est marrant parce que du coup, lui a gagné le prix Imaginal Jeunesse et le prix Imaginal Adulte a été remporté par Du thé pour les fantômes de Chris Duklisevich. Et en fait, je trouve que les deux, ça marche extrêmement bien. Il y a aussi ce côté plein d'images, plein de ces sorcières un peu sensorielles, très sensorielles et très différent de ce que tu lis d'habitude, quoi. Il y a cette originalité et les relations de femmes complexes, les personnages complexes.
vrai qu'il y a pas mal de points communs. Ouais, je trouve que les deux se répondent très très bien et je pense que ce n'est pas pour rien que j'ai aimé les deux. Cette magie du corps et des sens aussi, ouais, ça fait. Et puis franchement, les deux ont mérité. Enfin, j'ai pas nécessairement lu les autres livres qui étaient en sélection, mais ne serait-ce qu'en termes d'inventivité, les deux ont cette inventivité, cette qualité d'écriture en commun, donc ils ont pas volé leur prix. Bon. Et alors du coup, est-ce qu'on dirait pas pourquoi est-ce qu'on a autant aimé la scène d'introduction de Vendry? Parce qu'on l'a teasé tout à l'heure, maintenant qu'on est officiellement en partie spoiler. Alors Vendry, c'est son anniversaire et il attend quelque chose. C'est son anniversaire de ses 11 ans. Voilà. C'est important, et il attend c'est quelque chose. On ne sait pas quoi. Il ne cesse de demander à ses deux mamans, est-ce que vous m'avez caché quelque chose? Est-ce que vous avez eu du courrier? Vous êtes sûr? Et qu'est-ce qu'il attend en fait? Sa lettre de Il attend Poudlard. son courrier pour Poudlard. Il attend sa lettre. C'est vraiment la fin du chapitre, quoi. Mais oui, ça m'a beaucoup fait rire. J'ai adoré parce que moi je me suis au début, mais il a 11 ans, il attend une lettre, mais non, pas Poudlard. Enfin, bon, moi à 11 ans, à sa place, j'attendrais la lettre de Poudlard. Mais moi je l'ai pas vu venir du tout, vous savez. Et moi non plus. Moi je pensais qu'il attendait une lettre des. Je pensais que les chasseurs de sorcières du coup recrutaient comme ça. Et comme le gamin, il avait l'air un peu toc-toc comme ça quand même. Je me suis dit, en fait, il a eu un contact avec les gens de l'ordre des chasseurs de sorcières et il attend son courrier. Non, pas du tout. Ah ouais, moi, non mais moi, bon, un Infadora aussi, hein, en même temps. Moi, bon, alors à 11 ans, je n'avais pas encore lu Harry Potter, donc je n'attendais pas ma lettre, mais si je l'avais lu, il est certain que, et de toute façon, j'attends toujours ma lettre en fait, techniquement. Hein. Dumbledore, elle s'est perdue là quelque part. Il va falloir y remédier. Hein. Il est temps quand même. Le hibou s'est perdu. Et puis tout ce qui suit, moi, m'a beaucoup fait rire. Toutes ces recherches sur comment devenir un sorcier, comment découvrir ses pouvoirs, tous les tests qu'il fait. En fait, j'ai beaucoup aimé toute cette partie-là. Et puis c'était marrant de la lire en sachant déjà des choses sur l'univers des sorcières, du coup. Oui. Oui. C'est ça. Et puis il y a quand même aussi ce petit mystère mais quand même c'est un garçon. Pourquoi ils sont où les sorciers du coup? Parce que puisque on a ce sorcier. Tu penses pas quand tu lis en fait. Ah si, moi vraiment, au tout début tu y penses pas, mais par contre quand t'as Vendry qui arrive et tu te dis attends mais il y a pas de sorcier. Oui mais quand il était là, c'est quand il était là que j'ai pensé aussi, mais sinon avant. Oui non, avant tu fais pas le. Du coup c'était bien fait aussi pour ça, ce récit en deux parties vraiment. Mais puis il y a quelque chose de très touchant aussi, avec Vendry, ce côté. Cette soif de magie, cette quête de magie que tu peux connaître de façon moins monomaniaque quand tu es enfant, d'avoir envie que la magie existe et de faire partie des élus et dans une imagerie de la magie. Et ce qui est marrant, c'est que ça va complètement à l'encontre de cette imagerie-là, de la magie lisse où tu fais des jolies lumières avec ta baguette magique. Là, c'est une magie crado, c'est une magie des organes, c'est une magie... qui repose pas sur quelque chose d'éthéré, mais qui repose sur la façon dont tu maîtrises ton corps, sur les crachats, sur la salive, le sang. Sang. Voilà. Et du coup, c'était assez marrant après avoir découvert cet univers-là dans la première partie, parce qu'on obtient une approche à la Vendry, hein, normalement, nous. Ouais. Et d'avoir après d'introduire ce personnage-là qui est dans cette démarche, Poudlard, baguette magique. Et puis Wingardium Leviosa, quoi. Pas trop l'ambiance quand même du roman. C'est ça. Non, c'est vrai qu'il est très très chaud. Et en même temps, tu sens que vraiment il peut vite devenir insupportable, quoi. Il peut vite vriller. Pardon. Mais ouais, non, mais ceci étant dit, la première partie, je l'ai aussi adorée parce que vraiment en fait, j'ai trouvé hyper touchant toute l'histoire du nombril et de la façon dont elle perd son or et toute l'histoire avec le petit Corentin là. Oh là là, c'est si triste et en plus avec ses vanilles et cacahuètes. Ouais. Et puis en plus tu comprends toi très vite que ce petit garçon, il souffre.
Et tu le vois souffrir. Et elle comprend pas parce que c'est une petite fille qui a 6 ans, donc évidemment, elle peut pas comprendre ce que c'est qu'un petit garçon qui est abandonné et elle a pas les clés pour le comprendre, surtout vu la famille dans laquelle elle vit. Enfin voilà. Mais toi, derrière, tu comprends ce pauvre petit qui s'accroche à elle comme une lumière. Et j'ai trouvé ça super beau, en fait. C'était hyper touchant. Et du coup, c'était trop triste. Enfin, je sais pas, j'ai vraiment... Vraiment, ça m'a fait de la peine, quoi. Ouais. Ah, puis je trouve que c'est un moment où le récit se fait très pudique, en plus. Paradoxalement, on parlait du côté cru et sur ce registre émotionnel du deuil et de la perte, là ça devient très pudique. Pareil avec son amie Raya. Raya, ouais. On sent qu'il se passe quelque chose. Après, c'est aussi parce qu'Horty, elle veut mettre ça de côté, mais on sent qu'il s'est passé quelque chose de grave, probablement du fait de Ronce. Mais voilà, il y a un voile qui est posé dessus et... Oui, finalement, on sait jamais ce qui s'est passé pendant ce... Alors, est-ce que Corentin, on va le découvrir dans le tome 2 peut-être parce qu'en plus, il y a toujours l'histoire du Nord qu'elle continue à sentir alors que Corentin est plus là. Ouais. Donc, mais Raya, je sais pas si on saura... Je pense que Ronce a voulu la manger. Ouais, je sais pas ce qu'elle a fait avec Ronce. Mais je sais pas, parce que je pense qu'il y avait peut-être aussi... En fait, moi, j'ai aussi eu l'impression qu'il y avait de la déception amoureuse derrière. Et peut-être aussi un côté peut-être plus... j'essaye de sortir du placard, mais ça marche pas trop bien. Enfin, tu vois, pour moi, il y a aussi... j'ai un peu senti un sentiment qui était plus que de l'amitié et un deuil avec Raya. Avec Raya, ouais. Et il y avait une fascination aussi physique quand même. Ouais. Et du coup, je me suis demandé si dans cette histoire du ah non, je veux vraiment pas m'en rappeler, s'il y avait pas aussi peut-être c'est peut-être ça, ouais, une déception amoureuse. Enfin, il y a Ronce avec, mais ah oui, elle est bisexuelle, oui, j'ai pas pris. Même pansexuelle, je pense que c'est évoqué à un moment. Ouais. Avec élégance et subtilité, comme souvent dans le roman. Mais... C'est ça, c'est hyper doux en fait. C'est hyper naturel au final. Oui, c'est ça. La question se pose pas. Ça me fait penser à la scène aussi avec Vendry où ses mères lui font rencontrer l'enfant des voisins, ou je sais pas, parce qu'ils lui disent ah tu te sens différent. Oui. Bref, pour elle c'est parce qu'elle oui c'est ça. Elle se dit que peut-être il se pose des questions et il a envie de parler avec un jeune gay, du coup ils les mettent en contact et il lui dit il explique après que il a pas fait durer ça trop longtemps parce que ça lui prenait trop de temps. Il avait pas le temps de faire de la magie à côté. Il a autre chose à faire. Oui, et puis pareil, à un autre moment, il dit qu'au final, a priori, il doit être asexuel ou. Oui, c'est ça, parce qu'il a jamais. Il a jamais. Enfin, voilà, il le dit à un moment qu'il ne pense qu'il n'arrivera jamais à être amoureux dans ce sens-là. Et pareil, ça aussi, c'est hyper naturel, hyper. Oui. Ça coule de source. Voilà, ça coule de source, et c'est très très bien amené, quoi. Ouais. À propos de scène rôle comme la séance chez le psy. Oh, c'est génial ce moment. Le Vendry. Ça joue aussi, parce que des fois, t'as le cliché du psy qui va pas croire, qui croit pas le patient, tu sais, qui a des visions magiques ou des hallucinations, qui va mettre ça sur le compte d'un problème mental, et du coup, lui qui lui apporte des preuves en foutant le bordel dans son bureau. C'était pas mal aussi. Ouais, mais moi, je crois qu'au final, les scènes qui m'ont le plus touchée, c'est plus les scènes tristes, tu vois, ou par exemple les moments de crise de magie d'Horty aussi, où ça m'a, enfin, vraiment, je trouvais que ces moments où elle essayait peut-être d'aller parler à Tante-Vive et finalement elle n'arrive pas et qu'elle ose pas parce qu'elle a peur, parce qu'elle a honte. Enfin, et j'ai trouvé ça vraiment super joliment écrit aussi. Enfin, parce que t'es vraiment tu vois, souvent t'es en mode oh là là, j'en ai marre de ces personnages qui n'arrivent pas à communiquer, et ça me saoule, vas-y parle, crache le morceau. Alors qu'avec Horty, t'es tellement dans ses pensées, tu comprends tellement pourquoi elle ne peut pas parler, pourquoi elle est terrorisée à cause des adultes qui lui ont caché tant de choses.
et qui peut-être, d'ailleurs, ont tué son petit copain, hein, on ne sait pas, mais c'est quand même un peu louche cette histoire. Et du coup, ça fait pas cette espèce de côté mais communiquer, bande de. Elle a de vraies raisons de pas vouloir parler en fait. Voilà. Mais il y a toute la question du tabou en fait, où en plus dans cet univers où les valeurs sont pas les mêmes que les nôtres, les choses qui sont tabous sont pas forcément celles qui le seraient pour nous. C'est intéressant tout ce jeu qu'il y a là-dessus aussi. Être amoureux d'un commun ou se rapprocher d'un commun, c'est ce qui va être tabou. Par contre, les trucider ou les transformer en chat, ça c'est pas grave. Il y a un moment d'ailleurs parce qu'elle se fait taper sur les doigts du coup quand elle provoque une grêle. Sans faire exprès. Et par contre, quand elle ouvre le ventre de Corentin. Mais oui. Sa mère. Mais oui. Pas trop. S'en fout. Elle est très fière de sa fille qui a géré la situation. Mais oui. Et puis, bravo, ma fille, t'as réussi à rendre un commun amoureux de toi. Il était super fidèle. Ça fait signer un contrat, bravo, ma chérie. Bon, tu lui as ouvert le ventre quand même à ce pauvre gosse. Elle était terrible cette scène aussi, parce que pareil, t'es tellement du point de vue des sorcières que quand tu commences à hurler, paf, ça te ramène dans le ah ben oui non, des gens normaux ne peuvent pas faire. C'est clair. Surtout que juste après, ils expliquent qu'ils le font passer pour un pervers qui. Mais oui, le pauvre, comme le pauvre gosse, qui était obsédé par Horty. Mais oui, mais en plus il a déjà une vie de merde, le pauvre gosse, quoi. C'est horrible. Ce pauvre enfant. Oh là là, oui. Je pense que le très moral. Ah ouais non. Mais globalement. Le soutien de Corentin. Mais tellement pauvre bébé. Coco, on est avec toi. Car avec les doigts. Alors que vice versa, Omphale quand même, c'est vraiment une peau de vache. Hein. Ah, alors, elle est dure, Omphale. Elle est vraiment pareil, dure. Il y a des petits éléments de son passé où tu te dis ah oui. Voilà, tu comprends pourquoi elle a pu en arriver là, mais non, tu te dis quand même ton instinct maternel là, il est particulier. Tout ce décalage des valeurs. Mais il est marrant. Enfin, ce personnage-là, il est fort aussi. Ah ouais. Cette grande dame qui vous voit. C'est très chic aussi. Au début, je me dis, mais attends, mais c'est qui ça? C'est sa mère vraiment? Et puis et puis elle, son rapport aux hommes, ce côté très libre. Mais ça m'a fait marrer quand elle en avait marre qu'elle devait transformer en chat, quoi. Il avait trop parlé ce matin-là au petit déjeuner. Du coup, paf, Maxence en chat. Ils sont pas très à l'aise avec ça. Ouais, le point de vue des filles qui voient à chaque fois ces mecs-là débarquer. Bon, c'est marrant. Et la quantité de chats, en fait. Après, quand tu comprends les chats ce que c'est, la quantité de chats dans la bibliothèque. Et puis c'est drôle parce que elle l'introduit petite touche par petite touche parce qu'à un moment elle dit mais c'est bizarre la maison, il y a des moments les petits pas des chats ils se transforment en petits pas d'hommes. Oui. Je me suis dit allez il y a un truc avec les chats. C'est ça, je m'étais dit il y a un truc avec les chats mais alors j'avais tellement pas fait le lien avec les aventures sexuelles de la mère. Ouais. On n'était pas sur ce registre-là au départ. C'est ça. On pouvait pas s'en douter. Mais du coup c'est bien fait quoi. Oui, c'est bien fait. Ce qui m'a fait marrer à propos de ça, c'est je sais pas pourquoi ce détail en particulier, les petites figurines en porcelaine aussi. Avec une des tantes, du coup, son truc c'est de les transformer les chasseurs, surtout les chasseurs, en figurines de chats en porcelaine, et du coup elle en a plein partout chez elle. Et ça me fait penser à la vieille dame qu'Horty rencontre là quand Corentin disparaît, du coup, qui a son mari c'est une petite statuette de chat en porcelaine. Et qu'elle est en mode, oui, il y a longtemps, je me demandais si elle allait revoir des sorcières, parce qu'il y a longtemps, vous avez transformé mon mari en petite figurine de porcelaine. Et là, tu te dis, elle va avoir des récriminations contre les sorcières. J'ai jamais eu l'occasion de vous dire merci à l'époque. Là, bon. Mais ça, c'est génial, c'est ce côté aussi sororité des sorcières. Enfin, vraiment, t'as le je sais pas comment on dit en français, le convent, c'est comme ça. Le couvent. Le couvent. En tout cas, ouais, c'est vraiment c'est hyper bien fait parce que c'est hyper moderne et en même temps, elle reprend cette idée du couvent, mais en te parlant de sororité, en te parlant de patriarcat aussi, mine de rien, parce que voilà,
elles arrivent via leur sororité à faire front face à des hommes. Et enfin, ouais, non, j'ai trouvé que c'était une façon très moderne aussi de parler de ça, et c'était très cool. Mais je me demande comment ce sera développé, enfin, quelle sera la suite dans le tome 2. Je Oui. qu'on aura Ça peut-être serait un bien peu de voir un autre ça. côté avec Vendry. Oui, moi ça me rend Ouais. hyper curieuse. Je pense que c'est ce qui me Pareil. parle le plus de découvrir. Ouais, pareil. Je suis très, très, très curieuse de savoir ce qui va se passer dans cette espèce d'autre monde. Donc ça correspond du coup au cliché qui s'était fait lui. Oui. Ouais, bah il a réussi, il l'a enfin Ouais. trouvé. Mm. Ah, puis Ouais. c'était intéressant le pourquoi les hommes sont exclus aussi. Pourquoi les garçons du coup sont mis de côté. Ça questionne aussi voilà ce côté communauté de femmes, mais à l'exclusion des hommes. C'est ça. C'était pas mal fait aussi. Et cette espèce de côté, le préjugé qui finalement tue, quoi, parce que c'est pas parce que tu as souffert d'une situation que tous les hommes vont devenir des salauds. Enfin voilà, il y a quand même toute cette question de où tu places le curseur, et c'est bien fait aussi. Ouais. Avec Horty, le personnage d'Horty qui le questionne du coup. Ouais, et Horty qui le questionne. Et peut-être que Horty, ça va aussi lui retomber sur la figure, parce que Vendry... c'est pas du tout comment ça va. C'est pas forcément un Corentin Vendry, quoi. Non. Non, Vendry, il aime le pouvoir. Il aime marcher sur les autres. Et effectivement, la vision des mecs sorciers qui veulent dominer les communs et devenir les maîtres du monde. Ouais, en fait, Vendry, il peut vite basculer là-dedans, quoi. Ouais, parce qu'il déborde pas d'empathie non plus, quand même, en plus. Non. Non. Voilà. Non, et Pourtant, il est bien, il pense à lui. Hein. Ils le disent, mais Vendry, mais ça c'est intéressant parce qu'en plus t'es vraiment dans sa peau, quoi. Au début, quand tu le découvres avec ses défauts et ses qualités qui sont étalés sans filtre, quoi. Donc t'es là, tu sais vraiment pas dans quelle direction il va partir, quoi. C'est ça. Ouais, j'ai hâte de voir son évolution. Alors Corty qui a été élevé pour être dur, quand même. Enfin, par rapport aux règles des sorcières, bon, ça t'incite pas non plus méga à l'empathie, notamment avec les communs et notamment avec les hommes. Et qu'elle est voilà, dans l'empathie, dans l'amour de l'autre, enfin, avec une simplicité, voilà, une candeur. On parlait de la candeur tout à l'heure, qui est assez déconcertante, qui écrit le nom des gens qu'elle aime sur ses petits papiers, ses papiers au lait. Enfin, c'est. Bah, du coup, je me suis posé la question de savoir quel goût avaient les gens que j'aimais, et j'ai pas réussi à avoir cette réponse. Ça, c'est vraiment génial. C'est une des idées qui va me rester, moi, je pense, des petits papiers au lait. Ah, c'était adorable. Et il y a le personnage de Vive aussi qui justement permet d'aider Horty sur ce chemin-là, parce que elle, tu sens que justement elle a été blessée, elle a été brisée, mais qu'elle est aussi très tendre, et du coup c'est mignon de voir leur relation à toutes les deux. Très chaud. Je pense qu'on saura jamais exactement ce qui est arrivé à Vive, mais elle n'a pas dû avoir dû avoir des expériences faciles. Enfin, on comprend qu'elle a perdu son âme sœur. On ne sait pas du coup si c'est elle la sorcière qui s'est coupée en deux. Moi, je pense que c'est elle. Ça doit être elle. Moi, je pense que c'est elle, ouais. Elle a vieilli beaucoup plus vite parce qu'elle a le même âge que tante Antigone et Omphale du coup, mais elle a vieilli beaucoup plus vite. C'est plein de choses mystérieuses. Il y a un petit côté, par moment, je trouvais qu'il y avait un petit côté Miyazaki. Oui, aussi, ouais. Tante Vive, typiquement, ça pourrait être, alors j'ai oublié son nom, la sorcière, enfin, ça pourrait être certaines des sorcières dans les Miyazaki, quoi. La vieille sorcière décrépite qui fume le cigare. Et voilà, enfin. Oui, et puis la forêt, l'eau, etc. Le cerf, enfin voilà, il y a des choses. Ouais, il y a un petit côté très riche, château ambulant, tout ça. Enfin, ouais.
Il y a pas l'esthétique steampunk de Miyazaki, mais sa magie pure un peu, ouais. Et d'ailleurs, j'ai trop kiffé le cerf qui est un petit lapin. J'ai un truc pour les petits lapins. J'adore les lapins. Ah ouais, c'est vrai. Ça t'est servi quoi, avec sa petite fleur sur la tête en plus. Mais oui, il est trop mignon. Trop chou. Adorable. Il y a tout le côté avec les fées aussi qui risque d'être forcément développé dans la question des mondes parallèles. Elle a tricoté tout un truc quand même, c'est assez dingue en un seul tome qui est pas non plus ultra long. Ça fait 400 pages. 400 pages, ouais. C'est vraiment foisonnant. Ouais, non, c'est vraiment hyper inventif et vraiment bien fait, ouais. Et puis, et vraiment, c'est fou parce que c'est pas du tout au déprimant des personnages, quoi. T'as à la fois des personnages géniaux et un univers hyper inventif, une intrigue qui tient super bien la route. Après, moi, même ça, c'est très personnel. C'est pas un coup de cœur parce que j'ai pas hyper connecté émotionnellement, en fait. Mais je pense qu'en fait, c'est que t'as tellement de choses auxquelles prêter, je sais pas comment expliquer, auxquelles prêter attention. Le style, j'étais souvent dans l'analyse, en fait, des choses. Et ça m'a mis un peu à distance, je pense, avec les personnages, ce qui leur arrive. Où t'es plus à déguster vraiment des effets d'imagination, le style. Et ça fait que j'ai pas forcément été aussi immergée dans ce qui arrive au personnage que j'aurais pu l'être. Mais bon, ça après c'est hyper perso. Ça enlève rien aux qualités du livre, mais c'est peut-être pour ça que ce serait pas tout à fait un coup de cœur. Mais ouais, moi non plus, j'ai pas été vraiment dans l'émotion. Moi, ça dépend des moments. Quand même, moi, la première crise de magie et la mort de Corentin, c'était quand même vraiment hyper touchant et vraiment le traumatisme que vit Horty. Et enfin, tu vois vraiment sa solitude. Elle est entourée de toutes ces femmes, mais elle est seule malgré tous ces gens qui sont autour d'elle. Parce que personne la comprend vraiment et parce qu'elle parle à personne et moi pour moi ça a vachement résonné sur ce moment-là, vraiment j'étais touchée quoi. Oui, bah après ça c'est hyper perso mais moi je pense que c'est le côté limite prouesse alors je dis prouesse sans c'est pas un jugement de valeur, mais c'est vrai que c'est à la fois une prouesse et stylistique et d'imagination je trouve, et peut-être ce côté encore une fois, c'est pas négatif, mais de copie parfaite quelque part. Ça m'a gardé un peu à distance, parce qu'autant les personnages sont pas parfaits, autant la forme est quand même c'est quand même très abouti. Et du coup, j'étais plus à me dire waouh, ça c'est joliment dit, ou ça c'est bien tourné, et oh quelle bonne idée. Et c'est peut-être ce qui m'a aussi gardé un petit peu à distance. Ça m'avait fait un petit peu la même chose, parce que moi j'avais lu son précédent roman. Du coup, à Julia Thévenot, Bord de terre, je crois que je l'ai dans ma bibliothèque, et ça m'avait fait un peu le même effet. Bon, c'était pas le même univers, j'ai préféré l'univers des sorcières, mais c'était pareil, c'était hyper inventif, c'était hyper foisonnant, et c'est sorti en BD il y a pas longtemps. Oui, j'avais vu passer la BD effectivement. Et ça a l'air super joli au niveau des illustrations. Je pense que je vais regarder peut-être la BD. Ouais, la BD ça a l'air hyper beau. Mais c'est pareil en termes d'imagination, c'était assez c'est hyper singulier en fait. Ça c'est commun aux deux romans que j'ai lus. C'est quel style Bord de terre? Bord de terre, c'est de la fantasy aussi. En fait, c'est un couple de, enfin non pas un couple, c'est un frère et une sœur, un grand frère et une petite sœur. Un grand frère qui est autiste, la petite sœur qui est la gamine hyper débrouillarde, ouverte sur le monde, etc. Qui se retrouve pendant des vacances projetée dans une sorte d'univers parallèle. Okay. Qui s'appelle Bord de terre, et où les codes sont pas les mêmes. Il y a la musique qui a une place hyper importante, notamment dans le roman. Une forme de magie de la musique où ils font fonctionner, par exemple, ils font tourner des moulins par la chanson. Ok. On n'a pas le droit de chanter. Enfin, voilà. Je me souviens plus très bien, mais c'est pareil, c'était très singulier aussi en termes d'univers. Ouais, très inventif aussi. Ouais, j'avais vraiment trouvé ça. Et cette langue. Cette gourmandise de l'écriture, quoi. Un petit peu aussi cette maîtrise de l'écriture. Et ça m'a fait un peu la même sensation. Je me laisserais bien tenter. Ouais, pareil. Je j'ai me regardé, le note.
Julia Thévenot a dit que le tome 2 était prévu pour début 2025. De Millepertuis ? Oui. Ouais, ça va arriver. Parfait, ça va venir vite. On n'a pas trop à entendre. Bah ouais, parce que là, il est sorti... C'était 2023 déjà ? Ah, c'était en 2023 déjà ? Pourquoi j'ai l'impression que c'était cette année, moi ? Moi, je vois août 2023, premier dépôt. Ah ouais, mais c'est possible. Hein. Donc la rentrée, aux alentours de la rentrée littéraire, quoi. Alors du coup, qu'est-ce que vous attendez pour la suite ? Alors, qui est arrivé à Corentin ? Est-ce qu'on va revoir Corentin ? Mais je crois que j'ai pas envie de trop en savoir non plus, en fait. Mais après, je crois que j'aime bien ce côté mystérieux. Ça fait partie du charme aussi. Ça, c'est notre côté lecteur du Trône de Fer. Pas savoir exactement aussi. C'est une place pour l'interprétation. Mais ouais, non, mais en vrai, sinon, le côté Vendry, quoi. Oui, Vendry, les aventures de Vanvan. Les aventures de Vanvan. Non, mais moi, Corentin, en fait, du coup, ce côté, j'aime bien ce côté derrière le voile, un peu comme Sirius Black, en fait. Ouais, qui est passé derrière le voile. Et du coup, il est toujours là, mais il est pas totalement là. Et ne pas savoir, déjà, je trouve que ça en termes d'impact émotionnel, c'est vachement plus fort, en fait. Oui. Parce que du coup, tu peux jamais vraiment totalement faire le deuil, parce que tu l'as jamais vraiment. Enfin, tu sais pas totalement comment il est mort, tu sais pas. Enfin voilà, il y a. Exactement. Mais on sent le traumatisme de cette scène du voile. Ah, la scène du voile, ouais. Je crois que c'est la première fois que j'ai pleuré, que j'ai sangloté devant un bouquin. C'était la scène du voile dans Harry Potter, quoi. Ah ouais, elle était difficile. Je m'en souviens tellement bien de ça. Oui, c'est très juste ce que tu dis. Et du coup, ouais, j'ai beaucoup. Le moment justement où elle ressent son or là dans l'autre monde, vraiment, ça m'a complètement reprojeté sur la vision de Harry face à la porte, face au voile, et vraiment, j'ai adoré, quoi. Ça a totalement parlé à mon cœur de fan d'Harry Potter, quoi. Ouais. C'est même pas impossible que ce soit fait exprès, d'ailleurs. Mais je pense, ouais. Elle a parlé d'Harry Potter. De toute façon, c'est sûr que c'est une inspiration. Ouais. Je veux dire, il y a Poudlard dedans. Il y a Poudlard dedans, oui, c'est ça. Il y a Dumbledore. La façon dont elle pervertir, c'est pas le bon mot, mais dont elle joue justement avec cette référence-là pour s'en éloigner complètement. C'est sûr qu'en comparaison, la magie dans Harry Potter, c'est tout lisse, c'est propre et ouais. T'attends ton hibou, ben non, à la place on va découper tes viscères. Ah bon. Mais du coup, tu vois, j'ai aimé aussi l'écho avec les sorcières blanches de la Croisée des Mondes. Et pareil aussi d'ailleurs le fait que ce petit copain qui se retrouve dans un autre monde et qui disparaît un peu comme à la fin de la Croisée des Mondes. Enfin, il y a aussi énormément d'écho avec ça. Et bon, pour moi c'est un peu. Enfin, Harry Potter et la Croisée des Mondes, c'est vraiment mes deux sagas fondatrices, quoi. Donc du coup, Julia Thévenot et moi là-dessus, on est totalement connectés, quoi. Elle m'a parlé, quoi. Elle te parle directement. C'est ça. C'est ma génération. Et bon, allez, peut-être elle pouvait rajouter juste une micro ref au Trône de Fer, et là c'est bon, quoi. Peut-être dans le tome 2. Dans le tome 2. Si elle nous écoute, si elle voit le message, une petite ref. Une micro ref, et là, et là, je lui demande de m'épouser, quoi. D'ailleurs, elle fait référence à l'autrice du Château ambulant aussi. Oui. Mais j'ai pas lu le Château ambulant, donc du coup, je saurais pas dire à quel point, mais je pense que justement, ce petit Miyazaki, c'est pas étonnant. Moi, je l'avais lu, et du coup, c'est un peu différent de l'adaptation, mais il y a quand même une grosse base commune, donc. C'est un roman à la base. Ouais. Il y a un roman. Ok. Mais tu sais que je vais vous le montrer. Tu sais que George R. R. Martin en a fait il y a une ref directe au château de Hurle aussi dans le Trône de Fer. Hein. Je savais même pas. Le château des Paludiers qui se déplace, c'est un château ambulant. C'est le château ambulant de Diane Wynne-Jones en fait. C'est une ref. C'est une ref directe. Ah mais là, je bord de terre aussi. Regardez. Je pars tout dans la bibliothèque, vous êtes contents, n'est-ce pas? Nouvel épisode de Télé-Shopping. Bord de terre. Ah, il est joli. Il est beau en plus. Un bon palais aussi. Ouais, il est beau. Sarbacane.
Voilà. C'est super beau. Et c'est de la fantaisie singulière, je trouve, encore une fois, mais comme Millepertuis, en fait, et comme du Thé pour les fantômes. Hein. Pour moi, c'est un peu je mettrais un peu dans la même catégorie. Et après, elle avait fait... Attendez, je le dépoussière. Elle avait fait ça, qui n'est pas du tout de la fantaisie aussi. Alors, je ne suis pas son agent, mais Lettre à toi qui m'aime. Tout ça, c'est un roman, il me semble que c'était un vers libre. Et c'est en fait, on a souvent des romans dans les relations amoureuses de la personne qui est du point de vue de la personne qui est amoureuse et qui se fait rejeter. Et là, c'est du point de vue de la personne qui subit les assauts amoureux, mais sans savoir comment rejeter du coup l'autre personne. Donc ça change le focal un petit peu et c'était très bien fait. J'avais bien aimé. Voilà, c'était la parenthèse. Et tu vois, c'est marrant que du coup, elle a écrit en vers libre et justement du Thé pour les fantômes, c'est aussi il y a 2-3 passages en vers libre et enfin en fait ouais vraiment les deux autrices, je trouve qu'elles se répondent, elles ont probablement et la même année comme ça. J'étais sur la page Insta de Julia Thévenot et je voyais dans les commentaires Chris Vuklizelic, pardon, qui commentait son post avec l'annonce. Ouais. Julia Thévenot faisait un post pour dire que c'était la sortie de Millepertuis et Chris Vuklizelic commentait en disant qu'elle avait trop hâte. Ah bah voilà. Le monde est petit. Ouais. Mais je pense qu'effectivement elles ont des imaginaires communs toutes les deux. Ouais, elles ont des affinités. Elles ont des affinités littéraires. Et en même temps, les deux sont très différents et pas. Oui, non, ils ont rien à voir. Enfin, non, ils n'ont pas rien à voir. Ils ont quand même des thématiques qui sont des thématiques sur la maternité aussi, sur le rapport au secret de famille. Il y a quand même vraiment des thématiques qui se répondent, mais qui sont traitées totalement différemment, quoi. Oui. Ouais. C'est pas les mêmes personnages, pas les mêmes lieux. Ouais. Pas les mêmes époques. Millepertuis, c'est plutôt l'enfance et. Oui. T'es pour les fantômes, c'est. La maturité. Ouais. Des thématiques plus graves, on va dire. Ouais. Et du coup, je suis curieuse du tome 2, parce que là, ça nous disait c'est la fin de l'enfance et de l'adolescence. Est-ce que du coup, on va sûrement avoir une ortie adulte, peut-être avec une ellipse narrative dans le tome 2, du coup? Mais du coup, ça, ouais, je serais assez curieuse, parce que d'un autre côté, il faut quand même garder ce ton jeunesse. Oui, sinon, c'est ça reste, jeunesse. Voilà. Et du coup, vraiment un personnage adulte avec des problématiques d'adulte, ce serait surprenant. Oui. À moins qu'elle revienne de son point de vue d'adulte sur ce qui s'est passé avant. Mais ouais, je serais curieuse de voir. Après, ce serait intéressant de voir comment ça se passe, du coup, un roman jeunesse avec un personnage adulte. Souvent, tu as des romans qui se retrouvent en jeunesse juste parce que le personnage principal est jeune. Concrètement, on doit en avoir des exemples où ça pourrait... La preuve, nous, on le lit et on n'a pas l'impression de lire... Non, clairement pas. Voilà, on se dit pas, mais voilà, c'est pas... Donc, ce serait peut-être un petit défi littéraire pour être intéressant. Et alors du coup, est-ce que vous avez une scène que vous avez vraiment préférée? Parce que du coup, je redis, tu nous disais quand même la découverte de Vendry. T'en as d'autres? Un croquage de tête peut-être. À la toute fin, qui m'a beaucoup fait rire. Elle m'a un peu surpris. Mais... Ouais, c'est ronce, quoi. Elle est géniale. Ouais, elle est très drôle. Et là, comme ça, je sais pas. J'ai pas d'autres idées. Oui, là, t'en as. Moi, j'ai pas de scène précise en tête, mais c'est plus des passages, notamment par rapport à l'écriture à ce moment-là. Et la scène où Corentin, du coup, s'imagine une boussole. Ah oui. Et où il pense que c'est un petit oiseau tout rond et tout bleu qui vole vers le nord, du coup, qui vole vers le blanc. Et je trouvais ça hyper joli. Et il y a une description à un moment de la maman d'Ortie aussi, d'Enfal, des 3 sœurs, qui est hyper poétique. Et du coup, je m'étais posé la question, parce que maintenant, c'est difficile de pas se la poser. C'est pas pour créer une polémique, hein, c'est juste que maintenant, forcément, moi, j'ai un peu ce réflexe.
une autrice blanche du coup qui écrit des personnages principaux noirs et qui fait notamment à un moment une description de leur peau et de leurs cheveux. Et ça a été évoqué plusieurs fois, ça voilà. Et en fait, ce que j'ai beaucoup apprécié, c'est qu'à la fin, dans les remerciements, elle remercie une personne du coup qui est linguiste et je crois spécialisée dans les cultures caribéennes ou quelque chose comme ça, qu'elle a sollicité pour la relecture justement. Du fait d'écrire des personnages de femmes noires en n'étant pas elle-même une femme noire. Et je trouvais que c'était cool parce que du coup, ta conscience de lecteur, tu te dis ah bah cool, voilà. C'est un détail, mais bon, comme c'est des thématiques et des questions qui se posent dans le monde littéraire à l'heure actuelle, voilà. C'est agréable de pouvoir apprécier une description en se disant que voilà, ok, il y a une petite relecture a priori. J'avais trouvé ça très beau, donc voilà. Mais moi, c'est plus des petits moments comme ça où c'est plus sur des moments sur l'écriture finalement que parce que après je réfléchis des événements en eux-mêmes. Non, la boussole, je crois, c'est vraiment ce petit moment de la boussole. Ça fait partie du fait d'aimer Corentin aussi, quoi. Ouais, il est adorable, Corentin. Un petit oiseau tout rond, tout bleu. Avec ses billes aussi. Enfin, je sais pas. Oui, les billes, c'est joli aussi, les passages sur les billes, c'est vrai. Mais moi, il y a aussi un personnage que j'ai trop aimé, c'est le moment où Épine s'énerve parce que sa petite sœur veut lui voler la vedette. Elle me fait terriblement rire. En fait, elle a un petit côté Tristabelle qui. J'allais dire, c'est le côté Tristabelle, ouais. Mais j'adore. J'adorais Tristabelle et j'adore Épine justement pour savoir ce petit côté. Pareil, elle a plein de couches, Épine. C'est chouette, c'est pas juste une pimbèche qui a une jolie pimbèche, quoi. C'est ça, c'est plus qu'une jolie pimbèche. En fait, elle aime quand même vraiment ses sœurs. Elle est très intelligente, très forte. Mais c'est pas chouette quand même ses sœurs. Ouais. Non, mais en fait, c'est un peu ça, parce que t'as la jolie pimbèche numéro 1, numéro 2 plus effacée, mais c'est la plus empathique des trois, et le numéro 3, c'est un sacré numéro. Effectivement, c'est un peu la même dynamique que dans les sœurs Carmine, quand même. Sauf que Rance, elle n'a pas besoin d'un monsieur Nyx, elle a déjà le monsieur Nyx en elle. C'est ça. Elle est possédée. Ah non, mais. Parce qu'au début, tu dis, quand Ronce allait à l'école, le premier jour, elle mangeait à la main d'un enfant. Et du coup, moi, je me dis, c'est une façon de dire, quoi, elle mange à la main d'un enfant. Je me dis, elle a vraiment mangé à la main d'un enfant. Pauvre gamin, tu vois, tu mets ton enfant à la maternelle, il revient le soir et il a plus de main. Ouais, elle avait faim, qu'est-ce que tu veux. Bon, tout le monde a dû être tout hypnotisé, mais. Ouais. Mais sinon, ouais, la scène de combat final, entre guillemets. Parce qu'ils sont plutôt roulés dessus quand même, les chasseurs de sorcières, donc je sais pas si on peut vraiment appeler ça un combat. Mais je trouvais ça chouette aussi. Puis ça reflète bien la personnalité de chaque sorcière aussi, la façon de... Oui, de se battre. La façon de faire. Ouais. Tante Vive, finalement, qui fait un truc qui est plutôt gentil. Mais ouais, c'était chouette cette scène. C'est très chouette. J'ai aussi beaucoup aimé tous les passages où Ronce tourne dans la machine à laver. Et le moment où elle réalise qu'elle est trop grande pour la machine à laver, mais que finalement elle va à la laverie quelques temps plus tard. Je trouve ça génial. Puis ça arrive plus tard, tu vois, ça s'est résolu en fait. Elle a dit, bon, le laverie. Mais c'est tellement mignon en fait. Ouais. Bah, puis avec ses goûters et tout là. Mais elle même. se transformait en crocodile aussi, qu'elle passait dans la boue en crocodile. Mais je trouve qu'en plus, ça en dit énormément sur l'enfance et sur le fait que un beau jour, effectivement, les jeux que t'aimais, tu peux plus les faire, ou voire tu les oublies quand tu vois. Là, c'est plus avec Horty qui oublie ses deux amis imaginaires petit à petit. Ouais. Et même Corentin. Et même Corentin, ouais. Et c'est très doux, quoi. Un beau jour, tu rentres plus dans la machine à laver. Un beau jour, tu rentres plus dans la machine à laver. T'es triste. Et puis après, tu trouves une plus grande machine à laver, c'est pas grave. Tu vas à la laverie. Mais Rance qui mange la tête quand même aussi de Tante Reseda. Ça, je sais pas pourquoi, je trouve ça très Miyazakien aussi. Quand t'as dit que hop, elle ouvre la bouche et glop. Et avec l'autre en plus qui continue. Après. C'est vrai que. Ou Peter Pan aussi. D'ailleurs, t'as aussi un petit côté Alice au Pays des Merveilles avec le lapin blanc, le chou. Voilà, quoi. C'est totalement. Le côté délirium très mince, là. Ouais, non. C'est tout foisonnant.
le crocodile. C'est tout fourmillant. Le crocodile de Peter Pan. Enfin, ouais, non, il y a plein de. Il y a tout un imaginaire super, super unique vraiment. Et en même temps qui te parle, quoi. On pourrait être j'espère que ça, mais bon, je m'inquiète pas, mais j'espère que ça continuera à être développé dans le tome 2 avec plein de nouvelles idées. Mais bon, vu ce qu'elle a fait dans ce tome 1, j'ai pas trop d'inquiétude. Elle en a sous le palais. Mais je suis quand même très curieuse de savoir, parce que du coup, je vois. Enfin, il y a tellement de choses qu'elle peut à la fois développer et qui peuvent être un peu casse-gueule aussi, parce que bon, après, elle peut aussi juste partir dans l'autre monde et nous faire l'histoire de Vendry et enfin, je sais pas, je suis très 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 curieuse de savoir quel angle elle va attaquer. Si on continuera à suivre Horty, si on. C'est Vendry qui va vouloir passer vu qu'il a voyagé une fois entre les mondes et qu'il a le passeur en plus, il a. Oui, il a le. Ouais. Aurien se cache à Dieu. Du coup, il peut passer lui, logiquement. Mais. Non. Puis après, même en fait, au-delà du scénario, finalement, tu te régales de ces petites inventions magiques, quoi. Quand il entortille les cheveux d'Horty à sa montre pour toujours savoir où elle est. La toile d'alerte aussi, je trouvais ça génial et c'était hyper joli la façon dont ça fonctionnait. Tu te promènes en fait un peu aussi. Bon, certes, t'as l'intrigue, t'as un fil conducteur. Schrödi disait, c'est pas très grave finalement parce qu'on découvre au fur et à mesure et puis le fil conducteur il arrive un petit peu plus tard. Mais la promenade est tellement jolie. Enfin, voilà, c'est joli, t'as cette étrangeté aussi. Enfin, voilà, c'est chouette quoi. Ouais, non, c'est vraiment une sacrée réussite. Bon. Qu'est-ce qu'on a oublié de dire ? Oh, on a fait pas mal de tours quand même. Je pense. Certes, il y a beaucoup de choses à dire. Hein, mais je pense que là, on est à peu près. Ouais. Mais bon, s'il y a des gens qui ont eu du thé pour les fantômes, du coup, comme ça avait été évoqué, je pense que Millepertuis est susceptible de leur plaire. Ouais, je pense, effectivement. Très clairement. On n'est pas dans le réalisme magique, là, du coup, mais en termes de catégorie de fantasy, voilà, je pense qu'il y a quand même d'univers, de sensibilité, de... Ouais. Et vice-versa, si vous avez aimé Millepertuis et que vous n'avez pas lu du thé pour les fantômes... Eh bien, il y a des chances que vous aimiez du thé pour les fantômes. Je pense que ça peut être à peu près le mot de la fin, du coup. Vous référez au précédent manuscrit. C'est ça. Allez voir. Allez voir sur le replay sur du thé pour les fantômes si vous ne l'avez pas déjà vu. Et vous verrez que c'est encore un livre qui a eu beaucoup, beaucoup de petits cœurs. Qu'est-ce qu'on nous laisse en petit emoji du coup si on va voir le replay de Millepertuis ? Petite fleur jaune, une goutte de sang, il y a plein de possibilités. Un estomac. Un petit lapin blanc. Un petit lapin. Je pense que le lapin c'est le plus facile à trouver dans les smileys. Un petit lapin. On a choisi soft. Ouais, ça me paraît bien. Il n'y a pas d'emoji crash. Ou de sang, ou alors un lapin et du sang. Un lapin et du sang, voilà. C'est bien. Faut être sûr que vous avez bien écouté ce MMA. Et voilà, oui, je pense que du coup, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater nos autres émissions. Et donc la semaine prochaine, c'est Clytemnestre. Et on fera un très grand écart parce que c'est très différent. Pour l'avoir déjà commencé, on n'est pas du tout dans le même, dans le même délire. C'est bien, on varie, on lit des trucs différents. Oui, c'est ça. Et pareil, avec Scholomance, on sera encore dans un autre délire. On parle de magie, mais c'est différent. C'est ça. Oui, après, ça reste un peu sanglant aussi, mais enfin... Ouais, mais c'est pas le même trash. Non, c'est pas le même trash. La démarche est plus franche dans Millepertuis et... Ouais. Ça n'a rien à voir. C'est plus médical, ouais. Enfin bon, je pense qu'en conclusion, ce qu'on peut vous dire, c'est qu'il faut aller lire Millepertuis, qu'il faut aller lire tout plein d'autres livres. Du thé pour les fantômes. Du thé pour les fantômes, entre autres. Et qu'il faut aller regarder les MMA. Et qu'il faut aller regarder les Masquerade Mass Raymond. Quand vous aurez fini Bridgerton.
Et qu'après, vous pouvez aussi nous rejoindre sur le forum de la garde de nuit pour venir discuter de toutes vos lectures et pour pouvoir nous conseiller d'autres lectures que l'on n'aurait pas encore discuté en manuscrit de Master Raymond, parce que on est toujours preneurs, nous, de nouvelles choses à lire. On râle un petit peu pour la forme en disant que encore un livre de plus à lire, mais en fait, on est très content. Non, en vrai, on est toujours content. Puis de toute façon, fan du Trône de Fer, on n'a que ça à faire. Hein. Il faut qu'on meuble, hein. Faut qu'on s'occupe. Ça fait 13 ans, là. Oh, waouh. Ah là là. Bon, eh bien, du coup, je pense que ça peut être le mot de la fin. Ouais. On vous fait à tous des gros bisous. On vous souhaite une bonne soirée. Bonne soirée. Et puis, du coup, à samedi pour nos attentes autour de House of the Dragon. À jeudi prochain pour parler Clytemnestre. Et encore plus vite sur le forum de la garde de nuit ou en commentaire de nos vidéos YouTube, de nos réseaux sociaux. Voilà, on est partout. Sur le Discord de la garde de nuit également. Voilà. On vous attend et on sera super content de venir papoter avec vous de bouquins ou de séries ou de tout ce que vous voulez. Salut, salut! Salut!